Salut, c'est Yannick Dahan et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de KissKissBankBank. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus. Remember when you talk dirty. Qu'est-ce que tu fais Je te vois zapper sur l'ordinateur, tu fais de la merde. Tu fais de la merde. Ah, une merde. Ça tourne là? Ah oui, bien sûr que ça tourne. Alors j'ai double confession à faire. J'ai un problème psychologique qui est complètement con et dont j'ai parfaitement conscience avec les dessins animés. C'est-à-dire que mais dessins animés et films d'animation, comment te dire? Je sais que ça peut être génial. Quand je les vois, des fois je vois des trucs, je trouve ça génial et j'ai un blocage avant de les voir. C'est-à-dire, on me dit, tu vois, mais c'est pour tout, hein, les Miyazaki, les Pixar, tu me mets tout. On me dit, ah, t'as vu le dernier Pixar? J'ai dit, non, j'ai pas encore vu. Puis, c'est un peu comme si j'attendais de ne pas avoir le choix de le voir, tu vois. Il y a toujours, je vais avoir un chef-d'œuvre de Miyazaki, et je vais avoir un Steven Seagal, et je vais toujours d'abord regarder le Steven Seagal. C'est mon côté débile. Et alors je traîne à regarder les choses, et une fois que je les vois, je me dis, putain, je suis con, pourquoi j'ai attendu 6 mois pour les voir, quoi. Et ça, c'est toujours pareil. Enfin, j'ai cette confession-là à faire, et la deuxième, c'est comme 000, c'est-à-dire quand je me retrouve sur un truc que je trouve brillantissime, alors que je suis quand même relativement difficile, ça se voit quand même, je pinaille, je fais toujours la nuance. Quand il y a un truc que je fais 0 nuance, que je trouve ça génial, ça se bouscule tellement dans ma tête que je suis incapable d'écrire un texte complètement cohérent. C'est-à-dire que j'écris un texte, et puis alors ça part dans tous les sens, tac, 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 comme ça, et je suis là, et je relis, et je fais, ok, c'est bon, il va falloir que je fasse beaucoup de lignes derrière pour réexpliquer ce que je veux dire. Donc voilà, ne vous formalisez pas trop si le texte, il part en sucette à certains moments, c'est juste un petit texte, on en reparle après un peu plus longuement, et ça mérite, parce que vraiment, il y a tellement de niveaux de lecture, tellement de grilles de lecture dans ce truc, c'est génial. C'est vraiment génial. Tout le côté brillant du mec, que j'avais vu avant, comme anthologie de la pop culture, si tu veux, couplé au type d'histoire que moi je surkiffe, donc moi je suis un enfant de Conan, donc tu me mets ça, je surkiffe, et en plus de ça, le mec il te fait un layer philosophique qui est ultra puissant, donc je veux dire, il a tout pour lui. Le truc a tout pour lui. Donc ouais. Allez, parlons-en. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan et aujourd'hui, je suis joasse, pour ne pas dire extatique, à l'idée de faire découvrir à ceux qui sont passés à côté une série d'animation absolument génialissime qui, au même titre que 000 de Solima, est un peu passé sous le radar à sa sortie en octobre 2019. Pas uniquement à cause du Covid, mais parce qu'en dehors d'un cercle d'aficionados qui vénèrent son géniteur, et malgré de nombreuses récompenses, certaines productions de Cartoon Network diffusées sur la chaîne Adult Swim ne bénéficient pas toujours d'une large couverture médiatique. Et pourtant, Dieu sait que Primal, c'est son nom, dernière création à l'ambition folle de Genndy Tartakovsky, enterre à peu près tout ce qui existe sur Netflix, Amazon, Apple, le cinéma, mes couilles. Animation ou pas, je précise, car chez certains, spécifier sa nature l'enferme dans une niche snobée qui lui refuserait toute comparaison avec du live. Primal défie en créativité, en intelligence et en pure jouissance cinématographique à peu près tout ce que les médias et les réseaux sociaux vous vendent en pseudo-buzz depuis des lustres. Oubliez donc la hype merdique de têtards prépubères qui s'astiquent sur des films d'horreur pour Teletubbies, sur des super-héros en carton-pâte ou sur de la prétendue fantaisie épique sans en comprendre ne serait-ce que la définition. Primal est leur maître à tous et les étripe d'un coup de hache barbare comme on écrase un minable morpion. À l'occasion de la diffusion de sa seconde saison débutée en juillet, il était donc grand temps qu'on remette un coup de projecteur sur ce monument de culture pop qui représente à peu près tout ce que j'aime au cinéma et tout ce qu'on défend à Capture depuis des lustres. Si vous vénérez Conan, les films de Zomblard, Mad Max, Predator, le gore, les Vikings, l'épopée, l'action, le buddy movie ou l'aventure avec un grand A, le tout béni par une réflexion rare et touchante sur la nature humaine,
Inutile d'aller chercher ailleurs, Primal les gouverne tous. Bon, je ne vais pas revenir sur la carrière de Tartakovsky, longue de dizaines d'années maintenant, et qui en a fait un auteur culte, véritable parrain de l'animation, qui de Dexter Laboratory à Star Wars Clone Wars, en passant par Samurai Jack et la trilogie des Hôtels Transylvania, a révélé un sens de la mise en scène et du découpage absolument génial, revisitant dans un style d'animation souvent minimaliste les plus grands mythes du cinéma, au point d'être considéré comme le seul à avoir su comprendre profondément les Star Wars des origines et en réaliser la seule itération valable. Primal, qui est un projet qu'il mûrissait depuis longtemps, s'inscrit évidemment dans la droite lignée de ses précédentes œuvres. Il y poursuit un travail unique sur le langage cinématographique, où le découpage pur s'aiguise davantage pour produire du sens, où le récit, sans parole et d'une liberté de construction absolue, se structure autour d'acquis mythologiques qu'il transcende, et où une véritable réflexion sur la temporalité nous oblige à aiguiser notre regard et à repenser nos attentes quant au principe de narration. Il arrive à faire passer des choses émotionnelles, de rapport entre les personnages, qui sont ahurissants, juste avec son découpage. Il précisait de le dire, alors, il y a un petit peu de dialogue, mais qui ne sont pas traduits, c'est génial, dans la deuxième saison, puisqu'il rencontre des civilisations dans la deuxième saison, mais dans la première, cette incarnation du buddy movie, parce que c'est quand même ça, c'est deux personnages qui se méfient, qui se défient, qui commencent à devenir un peu potes, puis un truc les fait se séparer, et puis redeviennent potes. Et c'est fait d'une intelligence scénaristique, d'une intelligence de découpage que moi j'ai rarement vu. Le mec, c'est un génie, Tartakovsky, c'est un génie absolu. C'est-à-dire que tu regardes ça, tu dis, allez, aujourd'hui, parce que sur ce type de registre-là, hein, qui est un peu du cinéma d'aventure mythologique, mais sur ce registre-là, qui n'est pas le même que celui des frères Cohen ou d'autres réalisateurs qu'on aime, ou de Scorsese, ou qui sont des gens brillants, ça n'a rien à voir. Mais sur ce truc-là, c'est le plus proche, c'est Miller. Tu peux pas ne pas... D'ailleurs, il y a un hommage magnifique dans cette scène où il chevauche son T-Rex et il est poursuivi par 200 mecs et t'as vraiment l'impression de voir la fin de Mad Max 2 ou de Fury Road avec l'attaque alors qu'il court. Enfin, c'est un hommage clair à Miller. Et il n'y a que Miller pour penser ces plans de cette façon, les ciseler de cette manière. C'est génialissime. C'était une parenthèse, continuons le texte. Bon, je la joue un peu branlette comme ça, et je prends les choses à l'envers comme d'habitude, parce qu'avant même d'être une leçon de mise en scène comme on en voit peu, Primal est une œuvre jouissive, vénère, ultra violente, transgressant avec intelligence la doxa actuelle, nous offrant des morceaux de bravoure à la pelle et se posant en roller coaster émotionnel qui nous fait jouir de l'indéfendable, puis chialer de notre jouissance en un propos majeur sur notre rapport à la violence. Est-ce que je fais une deuxième digression juste après ce petit texte, puisque je n'en reparle pas derrière? Non, mais je ne sais pas. C'est ça qui est absolument génial. À l'heure où personne ne se pose la question véritablement de la violence, parce que la violence, elle a mille formes, et puis il y a des philosophes qui en ont parlé mille fois mieux que moi, mais la violence mimétique, la violence nécessaire, tout y passe dans cette série. Et l'ultra-violence qu'il y a au début, il te la légitime en permanence. Et en permanence, dans la première saison en tout cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est là où elle est super bien pensée, c'est que c'est une violence nécessaire.
Et c'est une violence de la survie. C'est je tue pour bouffer, je tue pour échapper à la mort, je fais des choses comme ça. Et à chaque fois que tu aurais l'impression que il y a... Et dans la deuxième saison, évidemment, la culture arrive, la civilisation arrive, les civilisations arrivent, parce qu'il te fait une sorte de patchwork entre les Vikings, les Égyptiens, les Grecs, enfin, tu as toutes les cultures qui viennent et qui se mélangent. Où là, pour le coup, tu as de la violence gratuite, de la cruauté, de la barbarie, mais qui est, comme je te disais, dans une logique de la dialectique mafieuse de la violence où tu as tué un de mes mecs, je tue un de tes mecs, tu tues un de mes mecs, je tue un de mes mecs. Et pourtant, il oublie jamais, alors ça c'est très Solima, c'est assez intéressant d'ailleurs, il oublie jamais la conséquence de cette violence-là, quelle qu'elle soit une violence nécessaire, mimétique, une violence de vengeance, il n'oublie jamais la conséquence. Et c'est là où il est hyper fort et hyper déstabilisant. C'est qu'à chaque fois qu'à un moment donné, il aurait arrivé à nos deux compères un truc pas possible où tu te dis, mais ils sont vénères, le barbare, il va se venger, tu te dis, mais ouais, mais il va y aller, il les étripe et dans tous les sens et ça décapite et tout. Et 2 secondes après, tu vois qu'il a tué le père d'un enfant et tu vois l'enfant qui pleure et t'es là, tu fais, oh merde. Et puis tout d'un coup, il s'intéresse aux mecs qui ont été massacrés. Tu dis, ouais, mais je comprends qu'eux, ils ont envie de se venger. Et il fait ça en permanence. Et c'est génial. Parce que t'es systématiquement... on te renvoie la gueule, ça. On te renvoie la gueule. Ben oui, ça fait partie de nous, la violence. Ça, c'est inhérent à l'être humain. Et c'est complètement normal. Et on a tous une part extrêmement violente en nous qui ne demande qu'à s'exprimer. Et on le ressent dans la jouissance morbide qu'on a par rapport des fois à cette violence-là. Et comment... derrière, t'as tes Akimoro qui rentrent en jeu, et en même temps tes Akimoro, ils sont sur une idée de bien et de mal, mais cette idée de bien et de mal ne peut pas résister à ton adaptabilité en tant qu'être humain dans le monde. Donc c'est génial, la façon dont il te fait basculer de ta morbidité consubstantielle à la morale que tu t'es construite, et en même temps à la compréhension qu'il y a que la nature humaine est comme ça, et en fait se construit sur des erreurs d'interprétation, de la survie, de la détabilité. Ça arrive à un degré qui est quand même hallucinant dans cette série. Revisitant Conan à sa manière, dans une préhistoire fantasmagorique où se mêlent dinosaures, créatures fantastiques, civilisations primitives et cosmogonie de toutes origines, la série raconte, tel un buddy movie débridé, la relation qui se tisse entre un homme des cavernes et un T-Rex qui ont chacun vu leur famille se faire massacrer. À travers cet improbable concept, où ces deux créatures que tout sépare vont se confronter à tous les dangers, Tartakovsky s'autorise une ontologie sidérante de ce qu'on appelle un peu vulgairement la culture pop et rend un hommage vibrant à tout un pan du cinéma qu'on adore. À travers une imagerie, une situation, un personnage, une mise en scène, parfois un simple cadre iconique, il nous balance en pleine poire du Frazetta, du Miller, du Howard, du McTiernan et j'en passe, digérant à la perfection ces références et les transcendant pour qu'elles servent avec une justesse rare un thème central, la nature humaine et son devenir civilisationnel. Et si je voulais revenir sur cette série fondamentale, c'est justement parce qu'au-delà de ces prouesses visuelles et narratives que j'ai longuement exposées, qui en font déjà une œuvre au-dessus de la mêlée, s'y glisse en filigrane non seulement une réflexion audacieuse sur notre rapport à la fiction, au temps et à la violence, qu'elle soit anthropologique, nécessaire ou mimétique, mais surtout une hauteur de vue imparable sur la condition humaine, sur ce qui l'a longtemps définie et sur ce qu'elle a dévoyé d'elle-même. Une première saison qui convoque les notions de représentation picturale, de transmission par mimétisme, jusqu'à l'avènement du langage, et une seconde saison, plus brillante encore, interpellant littéralement et avec un humour barbare le darwinisme pour mieux interroger ce que nous sommes devenus. Alors je spoil un peu, ceux qui veulent pas écouter juste pas cette digression-là, mais jusqu'à cet épisode totalement inattendu et totalement ouf dans la seconde saison, bon, c'est toujours dans cette espèce de préhistoire fantasmée où se mêlent magie, créatures fantastiques et tout. Et tout d'un coup, t'as un épisode qui commence, et boum, il y a marqué 1890, Angleterre. Tu te dis, what the fuck, quoi. Et tu te retrouves dans une baraque victorienne, là, avec des mecs guindés, hyper intelligents de la haute société, et tu comprends que parmi eux, il y a Charles Darwin. Et que t'as Darwin qui est en train de leur dire, non mais... ma théorie de l'évolution, je suis convaincu que même des gens cultivés comme nous, si nous étions poussés à bout, tu sais, c'est la fameuse phrase de Rambo, when you're pushed, tu vois, si on te pousse, tu peux tuer, c'est aussi facile que respirer. Et il est en train de leur dire ça, il est en train de dire, on peut redevenir des animaux quand on se retrouve dans une certaine situation. Et les mecs font, bon, non, pas du tout. Et évidemment, comprendre que l'épisode va amener ces gens, donc,
cultiver, civilisationnels, redevenir des animaux absolus. Et l'épisode s'appelle « La théorie primale ». Enfin, tout y est. C'est génialissime comment c'est fait. C'est génialissime. Et même si tu comprends tout de suite dans cet épisode ce qui va se passer, mais tu le suis avec une jouissance. Donc déjà, sur ces levels-là, la temporalité, la civilisation, la question de la violence, la nature humaine, la condition humaine, une fois qu'on est parti de la survie pour aller vers la civilisation, qu'est-ce que c'est la culture? Enfin, la première saison est géniale là-dessus. C'est-à-dire que tu as tout, les peintures rupestres, tout ce que tu veux, ils te glissent des petits trucs, et puis ces mecs qui passent leur temps à grogner, le T-Rex grogne, le barbare grogne, et le mec il finit, alors là c'est pas vraiment un spoil, mais c'est pas grave, mais il finit sa saison 1 sur, boum, le langage. Un mot, le premier mot que dit le barbare. C'est génial. Moi j'étais là, je finissais le truc, je me disais, c'est tellement génial. C'est tellement trop génial que j'ai pas de mots pour dire que c'est génial. Il a une puissance sur 2 saisons que Gravity te fait comprendre en un plan en même temps à la fin du film. C'est-à-dire que Gravity, c'est l'humanité, et c'est un réel qui se dit n'oublie pas que tu es tributaire de la gravité. Et ça te détermine. Une culture se détermine par un espace. L'être humain se détermine par plusieurs autres choses. La gravité, la survie, la reproduction, des choses toutes connes. Mais on les oublie, ces choses-là. On oublie les fondamentaux. Et ces mecs-là te renvoient tout à la gueule en 2 saisons. Et là, tu fais, ah oui, d'accord, faut pas oublier d'où on vient. Et tout ça avec un concept hyper ludique, hyper fondard, quoi. Tu vois, enfin, c'est fondard. Il y a des moments où tu te marres réellement, quoi. Et puis il y a des moments où tu as envie de pleurer. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. De toute façon, je vais dire que c'est ouf 25 fois, puis c'est pas grave. Allez, continuons. Mais ça n'a plus aucun intérêt, ce que je vais dire derrière mon texte. On s'en fout, je continue parce qu'il faut le finir, mais... c'est pas grave, on était où? Bref, par manque de temps, je ne fais qu'effleurer la chose, et le trop-plein d'émotions que j'ai ressenti en voyant la série m'empêche encore d'en synthétiser la multitude de grilles de lecture. Mais si vous ne l'avez pas encore vu, sachez juste qu'il s'agit d'une œuvre somme, qui réussit à rendre cohérent et extrêmement philosophique son improbable concept, comme la myriade de références qu'elle autopsie. Un chef-d'œuvre total, presque impensable en ces temps de terrorisme idéologique, qui fait passer du rire aux larmes, qui exalte autant qu'il déstabilise, empreint d'une rage presque mélancolique, qui sonne comme un appel bouleversant à retrouver au cœur même d'une sauvagerie qui nous est consubstantielle, cette humanité que l'on a perdue. Il ne faut pas que les gens voient ça d'un point de vue cérébral, parce que tu te la prends en pleine gueule, avant tout d'un point de vue viscéral. C'est-à-dire que déjà, sa capacité à faire passer d'une émotion à une autre est stupéfiante. Il y a des idées de situationnel et de mise en scène absolument dingues. C'est ultra violent. Donc c'est pas parce que c'est un dessin animé genre oh, je vais le regarder avec mon fils. Ah, non, moi j'ai commencé à le mettre. J'ai commencé à le mettre avec mon fils. Puis dès la première scène, je fais bon, alors on va le regarder plus tard, hein, quand tu auras 17 ans. Et parce qu'il y a des scènes, c'est ce qu'on se disait là, l'épisode avec les singes, mais c'est une boucherie. C'est une boucherie absolue. Puis il y a autre chose. Il y a 1000 choses. Donc je pourrais en déblatérer 20 ans. Mais cette construction mythologique du personnage, elle est incroyable. Parce que, évidemment, il s'est énormément inspiré de Conan et puis des pulps. C'est ça qui est génial aussi. C'est-à-dire, il y a vraiment ce côté de la fiction artisanale qu'on aimait, d'exploitation. C'est-à-dire, chaque titre d'épisode, il te fait penser à des aventures de Conan que tu lisais en BD. C'est assez génial là-dessus. Mais le personnage, tu le vois, tu dis, ok, bon, c'est un barbare, c'est un bourrin comme Conan, mais bon, c'est pas vraiment Conan. Mais ça devient Conan. C'est là où c'est génial, c'est qu'il part de cette espèce d'homme des cavernes. Moi, je suis un peu déstabilisé parce qu'au début, je me disais, bon, ok, il joue la préhistoire un peu anachronique puisqu'on a des dinosaures et des hommes des cavernes. Et puis après, tout commence à se mêler, puis il y a du fantastique qui arrive, et puis il y a des trucs. Ah ouais, d'accord, bon, alors on est dans le délire, là, c'est bon, ça y va, quoi. Et mais oh là là, dans la 2e saison, là, où tu vois ce barbare qui se bat avec sa lance et qui commence à comprendre des choses parce qu'il voit des choses. Et pareil pour le dinosaure, il est génial qui commence à comprendre des choses parce qu'il voit comment le barbare fonctionne. Et puis les deux qui se rendent compte, cette nana qui est une esclave et qui, elle, maîtrise le langage, vient déjà d'une culture. Tout d'un coup, elle leur apparaît complètement déphasée, tu vois, à ces primates-là, et il la regarde, il tombe amoureux direct, tu vois, c'est ça que j'adore. Et puis dans la 2e saison, cette façon dont il amène l'iconisation de Conan, là où il se retrouve donc face à des Vikings qui avaient kidnappé cette nana et qui veulent absolument retrouver à un moment donné sur un champ de bataille. Ils s'affrontent les Vikings qui, eux, ont des épées, ont des haches, ont des boucliers, et tout d'un coup, ils butent un mec, et puis
Puis il regarde là, il regarde l'épée comme ça, et puis il prend l'épée, et puis il voit ce qu'il peut faire avec, puis tu le mets derrière, tu fais putain, mais c'est Conan. Et en fait, Conan arrive, et c'est la 2e saison, mais c'est génialissime, quoi. Le mec, tu sens l'amour qu'il a pour ce cinéma-là. Il comprend la logique de ces mythes, il comprend d'où naissent les codes, il comprend tous les codes, tous. Et à chaque fois qu'il en utilise un, le sens est là. Il comprend comment il l'a amené. Oui, je bave, c'est pas grave. Je postillonne, je fais attaquer, je fais une attaque de postillon. Et il comprend ça, c'est ça qui est ouf. Et à chaque fois qu'il va te prendre un plan que tu as déjà vu ailleurs, qu'il va te prendre une scène que tu as déjà eue chez les plus grands, mais il te la met au bon moment. Il l'a amené avant de la meilleure manière qui soit. Elle n'est jamais gratuite, elle est toujours justifiée, et il ne la trahit jamais. Et la notion de la temporalité, elle est génialissime dans Primal, parce que, alors évidemment, c'est un travail qu'il avait déjà fait, qu'il avait déjà entamé, qui continue sur les plans fixes, surtout dans le coup des fulgurances dynamiques pendant les scènes d'action, sur des ralentis qui mettent en valeur de manière iconique des situations. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui m'a véritablement frappé et qui est une profession de foi monumentale que le cinéma d'aujourd'hui a complètement oublié. Et c'est ce que je disais sur Le Seigneur des Anneaux. Je t'avais dit, oui, mais enfin, Le Seigneur des Anneaux, on connaissait tous l'histoire, et Jackson, il n'a pas essayé de la réinventer, et c'était pas ça qui était... C'était la façon dont il racontait son histoire. Il y a de nombreux épisodes de Primal où, dès le 2e plan, tu comprends ce qui va se passer. Et donc, t'as cet épisode où le T-Rex est blessé, ils sont en train de devenir amis, et dès le début, tu comprends que le barbare... il va essayer de le soigner, il va tout faire pour sauver son compagnon. Tu l'as compris, tu sais qu'il va le faire. Tu dirais, oh, bon, j'ai tout compris, c'est pas intéressant. Mais non. Et ce qui est génial, c'est la façon dont il fait. C'est la façon dont il t'amène toutes les scènes. C'est la façon dont petit à petit, il te fait monter le truc de te dire... Il l'aide malgré toutes les difficultés qui lui arrivent. Donc tu sais que quand l'autre va être guéri, il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Et donc il te montre cette jouissance en devenir. Et forcément, quand l'autre est guéri et qu'il se réveille et qu'il vient l'aider, et puis tout le monde est là, tu fais, mais c'est trop cool. Et en fait, c'est la façon dont il le fait qui est génialissime. Donc, et cette notion de temporalité, elle est brillante, pas simplement par rapport à notre rapport à la narration et évidemment au cinéma. Elle est brillante parce qu'elle est en même temps directement corrélée au temps de l'histoire, au temps de la nature humaine, au temps de la construction de l'homme. Il y a un truc qui est édifiant pour mettre les choses en perspective. Dans les Pyrénées, il y a un musée de la préhistoire. Je vous fais une petite anecdote. Il y a un petit musée de la préhistoire. J'ai amené mon fils une fois. Et un truc qui est génial qu'ils ont fait, je trouve, ils ont fait une grande ligne comme ça au sol. Et avec, tu sais, toutes les grandes, l'ère glaciaire, toutes les grandes étapes, l'arrivée des premiers hommes et tout ce que tu veux. Et sur cette gigantesque ligne, t'arrives à la fin et t'as tout petit truc comme ça. Et ça, c'est genre les 2 derniers siècles, quoi, tu vois. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est ridicule et insignifiant par rapport à la façon dont l'homme s'est construit et a évolué par transmission, par acquis culturel, et pas les civilisations. Sur cette gigantesque lignée, les civilisations, elles sont là. Tu vois, les premières civilisations. Et derrière, l'homme existe déjà depuis des centaines de milliers d'années. Et que tout ça, on ne peut pas l'oublier, parce que tout ça, c'est ce qui a construit. C'est cet homme inconscient qu'on se transmet de gène en gène dans l'humanité. Et tout ça est fondamental. Et c'est ça qui est génial aussi dans cette série, c'est qu'il veut te le faire ressentir, ça. Et il te le fait ressentir. Il y a combien de fois, il y a des plans de nature, tout simplement, qui posent, qui prennent leur temps. Le fait que notre barbare s'assoit quand il a fini quelque chose, et puis s'endort, et puis il bouge pas, et avec les éléments, et tout, et qui vient le vent, la pluie, la neige, le feu, et tout, et cette endurance qui s'est construite, et cette puissance qui ne vient pas de rien. C'est pas Conan qui a poussé une roue pendant 20 ans qui l'a rendu musclé, c'est que le monde a rendu nécessaire cette adaptabilité, et ça, c'est génialement traduit dans la série. Moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, mais voilà, c'est ça ce que devrait être la fiction. C'est ça ce que devrait être l'art. C'est ça ce que devrait être la création. Et rien d'autre. Quelque chose d'intelligent qui dépasse les doxas du moment, qui dépasse tout, qui nous questionne, qui nous renvoie à sa manière. Et en plus, à la fois tragique, à la fois ludique, à la fois déstabilisant, qui nous renvoie notre nature humaine à la gueule. Il y a une compréhension de l'être humain
que le monde d'aujourd'hui ne veut plus voir. Là, tu as un mec qui comprend ce que c'est. Comprend ce que c'est l'humanité, comprend ce que c'est la condition humaine. Et ça, on a besoin de gens comme ça. Donc, chers amis qui regardez cette émission, vous êtes peut-être 2, vous êtes peut-être 10 000, je n'en sais foutre rien. Et à la limite, je m'en tape, parce que s'il y en a 3 qui sont convaincus, c'est déjà une victoire. Regardez Primal, mais tout de suite. Tout de suite. N'attendez pas. N'allez pas voir toutes les merdes qu'on vous vend, ça n'a aucun intérêt. C'est de la médiocrité. Prenez-vous Primal dans la gueule, matez les 2 saisons, puis rematez les 2 saisons. Puis rematez les 2 saisons. Ce sera mieux que tout ce que vous pouvez voir d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, c'est ma claque, là. Avec 000, c'est ma 2e claque de l'année. Ce qui est quand même fondamentalement rassurant. C'est-à-dire qu'après des années à se plaindre... Il y a quand même des mecs qui font des trucs de ouf. Et ils font pas des petits trucs de merde. Ils font des trucs de ouf. Et moi, j'ai un respect total et absolu pour ça. Donc, Primal, je peux plus, j'ai plus de... Je crois que j'ai plus de superlatifs, j'ai plus de qualificatifs, je peux plus. Il n'y a rien d'autre qui compte, en fait. Vous aimez le cinéma, vous aimez la fiction, il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, on va arrêter l'émission, c'est fini. D'ailleurs, voilà, aucun des trucs que je fais après n'a plus aucun intérêt, en fait. Voilà, c'était la Minute Yannick Dahan. Maintenant, je peux mourir. À la semaine prochaine. Ciao.